sommes présentement en direct, messieurs, avec Pascal qu'on va aller chercher en vidéo, ce qui est clairement pas là en ce moment. C'est Forger, bonjour. Il manquerait votre caméra, mon cher ami. Écoutez, je démarre la vidéo. On me dit que l'autre, je ne peux pas l'ouvrir parce que c'est l'autre qui l'a fermé. Je dois te demander, Donc, voilà, très tu me réclames, j'apparais. Monsieur Forger, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très, très bien vous-même. Bien, merci. Nous sommes en direct, encore une fois, chacun de son bureau à la maison. Confinement oblige. Mais c'est quand même l'occasion de parler techno à une tasse de tech. Avec moi-même, Alain Mécana. Pascal, ça va bien, là, le confinement? Comment ça se passe? Ça va très bien. J'ai tenté de faire le ménage d'un ordinateur que je voulais offrir à quelqu'un qui a des enfants qui sont en train de virer fou parce qu'il manque d'écran. Et en voulant déplacer 500 fichiers, j'ai par mégarde double-cliqué. Les 500 fichiers ont tenté de s'ouvrir. 500 fichiers qui veulent s'ouvrir en même temps, des fichiers vidéo, des photos, et ainsi de suite. C'est mon anecdote techno d'aujourd'hui. Même un expert, des fois, hein, on se prend les pieds dans les... il y a pire, mais c'est ce qui a fait ma matinée. Puis évidemment, j'ai regardé la présentation de Huawei pour voir le dévoilement des nouveaux appareils de la famille P40. Je voulais voir s'il allait y avoir des surprises. On va en reparler un petit peu plus tard. Ou on peut en parler tout de suite si tu veux. Écoute, je le dis, parce que dans un autre contexte, ça serait quand même une très grosse annonce. C'est le téléphone phare de Huawei qui se présente. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, comme la troisième voie, hein, derrière Android, derrière iPhone, comme plateforme mobile. On va en parler dans un instant. Juste avant, juste annoncer, on fait un petit bout d'actualité comme à chaque semaine, et après, on reçoit Jean-François Gagné, qui est le PDG d'Element AI. C'est la start-up en intelligence artificielle à Montréal. On va parler de ce qu'ils font. Ils font un paquet de mesures. Là, ils ont mis des choses en place pour, évidemment, le contexte oblige, pour lutter contre la maladie COVID-19, pour faire leur part, en fait, pour trouver une solution, mais aussi pour réduire peut-être l'effet négatif de cette maladie-là sur le quotidien, sur la technologie, sur les startups, sur le monde des affaires. Donc, on en parle après. Mais oui, revenons à ça, Pascal. Le P40, c'est une gamme, c'est plus un téléphone. Le P40, P40 Pro, P40 Pro Plus. P40 Pro Plus, on est rendu avec des noms qui se prononcent un peu difficilement. Là. P40 Pro Plus, c'est comme un exercice de diction en soi. Grosso modo, les appareils sont compatibles avec les réseaux 5G. C'est le modèle P, c'est les modèles qui sont axés sur la photographie. Ils seraient 200% plus sensibles à la lumière grâce à leur énorme capteur d'1 pouce par 1 pouce 38. C'est comme un capteur qui est digne d'un appareil réflexe il n'y a pas si longtemps. Le modèle de base, il y a un zoom de 3x, le P40 Pro 5 fois, et le modèle Pro Plus, un zoom optique 10 fois. Ça, c'est des caractéristiques assez impressionnantes là, pour le modèle Pro Plus. On va intégrer un assistant personnel qui s'appelle Celia. Ça, j'ai bien hâte de voir. On sait que Bixby... Dans l'iPhone, on entend et Siri un peu. Là. Ça se peut que ça agace des... Oh mon Dieu! Ouais. Ça va peut-être être bien bizarre. Le capteur d'empreinte digitale sur l'écran, 30% plus grand et plus rapide. Les appareils ont un stockage de base pour la version Pro de 256 GB. Le modèle de base a 128 GB, ça c'est assez standard, mais 256 GB de base pour le modèle Pro. Mais on offre un stockage en ligne pour concurrencer Apple et compagnie de 5 GB. Et ça, je trouve ça pas beaucoup. Je m'attendais de la part de Huawei à un stockage en ligne de 50 GB, ou même pour aller vraiment frapper fort, 500 GB, quelque chose d'énorme. Mais bon, ils ont la même quantité de stockage en ligne qu'offre Apple. C'est assez particulier. Les appareils n'ont pas de Play Store toujours. On met de l'avant leur App Gallery. Pour les consommateurs, tu as un appareil avec 4 caméras fantastiques. J'ai pris des selfies, ils sont impressionnants, sont visiblement plus beaux que ceux du P20, P30 que j'utilise en ce moment. Vraiment différents. Ils vont être offerts au Canada à partir de juin. Ils vont être 999 €, soit à peu près 1500 $ pour le modèle Pro. C'est comme pas des appareils, c'est pas des aubaines. Ça aurait été une bonne idée de le faire compétitif en termes de prix parce que
la fiche technique qui est impeccable souffre évidemment d'une suite logicielle extrêmement amputée de tout ce qui est les services Google, donc tout ce qui se permettrait d'avoir les choses auxquelles on est habitué sur un téléphone Android. Cela dit, on en a déjà parlé, il suffit d'aller chercher les fichiers APK, les applications qu'on peut installer de côté. Mais c'est quand même cher. Mais les services, j'ai essayé, j'ai fait le transfert. Oui, les applications se transfèrent comme par magie, mais les applications Google, tu ne peux pas l'utiliser parce que tu n'as pas le Play Store. Hop, tu n'as pas l'autorisation. Fait qu'il y a beaucoup d'applications qui vont entrer. Puis les applications qui se servent, qui utilisent les services de stockage Google, ainsi de suite, risquent de ne pas fonctionner s'il manque des services Google dans le téléphone. Fait que pour le consommateur, tu as un appareil impeccable qui ne sera pas une aubaine et qui n'a pas le Play Store avec lequel on est familier en Amérique du Nord. Fait que les bidouilleurs, peut-être, ceux qui vraiment n'utilisent pas Facebook, n'utilisent pas Twitter, n'utilisent pas les applications en tout cas que la plupart des gens veulent utiliser, peut-être que le App Gallery va se bonifier d'ici quelques mois. À suivre. Je pensais que le lancement du P30 c'est bien à suivre. Allait laisser le temps aux développeurs d'arriver avant le P40, mais c'est clairement pas le cas. Ça va être... Ben, c'est ça, le Mate 40 devrait arriver en mai. Ouais. Le P va arriver en juin. Fait que, ça va être un autre choix déchirant pour le consommateur. Oui, ça reste un produit de niche ici. Probablement qu'en Asie, c'est moins apparent, mais ici, les produits Huawei vont souffrir de cette absence de produits Google. Ouais. En Chine, c'est censuré, alors ils n'ont pas les services Google de toute façon. Ils sont habitués d'avoir des applications différentes. Ici, c'est un peu... ici, on a d'autres problèmes, parce qu'évidemment, tout le monde étant confiné, tout le monde se tourne, en tout cas ceux qui ont des enfants, c'est plus que d'autres, se tournent vers les plateformes en streaming, donc en vidéo continue. En Europe aussi, c'est un problème. Oh! Alain, on t'appelle. En direct. Moi, je vais voir quelqu'un qui parle encore au téléphone, là. Netflix a décidé de réduire sa bande passante. Ils sont pas ici, là, YouTube. Je te laisse aller, Pascal, avec ça. Parle-nous de Netflix un peu. Tu peux répondre à ton appel pendant ce temps-là. Tu ne veux pas m'écouter? Coquin. YouTube va diminuer la résolution par défaut de ses vidéos en résolution standard, pas en HD. C'est pour diminuer l'engorgement des réseaux pendant le confinement. C'est quelque chose qui, pour, j'imagine, la plupart des gens va être imperceptible, particulièrement sur un téléphone. Quand la vidéo n'est pas plein écran sur un ordinateur non plus, on risque de ne pas voir une grosse différence. Puis surtout, ça ne changera rien pour tous ceux qui écoutent YouTube pour écouter de la musique. Ce que beaucoup de gens font, moi, pour moi, c'est un gaspillage de bande passante épouvantable, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique avec YouTube parce qu'ils ne veulent pas s'abonner avec Spotify. Je trouve ça très particulier. Donc, ceux-là vont continuer d'écouter leur service comme si de rien n'était, mais on va toujours pouvoir passer au service HD si on veut. Il va simplement falloir cocher l'option. Ceux qui veulent absolument avoir du HD vont pouvoir le faire. Il y a Netflix qui a appliqué des mesures similaires déjà dans certains pays, dont l'Inde, l'Australie, les pays d'Amérique du Sud. J'imagine qu'au lieu de diffuser en 4K, ils vont diffuser en HD ou en qualité régulière. Encore une fois, quelque chose que les enfants qui regardent des films ne vont pas remarquer nécessairement. C'est une mesure qui va durer 1 mois dans le cas de YouTube. Pour Netflix, c'est jusqu'à nouvel ordre dans certains pays. Netflix, il y a eu plusieurs pannes. J'imagine que les services doivent être surchargés là, de gens qui veulent regarder des vidéos pendant le jour et ainsi de suite. Ça doit affecter la répartition géographique de l'achalandage. On n'en parle pas beaucoup, mais les fournisseurs d'accès Internet doivent recevoir beaucoup d'appels aussi pour élargir la bande passante de leurs clients qui se rendent compte que là, les enfants sont sur, sinon Netflix, peut-être Twitch ou des plateformes comme ça, en même temps que nous, on va sur Netflix, ou Disney+, ou Tout-est-où, peu importe. Ça doit vraiment demander une capacité de bande passante, disons, comparable à ce qui serait une heure de pointe normalement dans le contexte normal. Exactement. Puis une heure de pointe qui va durer du matin à la fin de la journée, c'est ça qui est particulier. Puis sans compter que les gens qui télétravaillent, si les enfants veulent regarder une vidéo en même temps, là, la bande passante, puis plusieurs utilisateurs, ça bouffe aussi
Tu as tout à fait raison. Puis, pour rassurer les gens, on l'a mentionné à quelques reprises, c'est pas qu'on va manquer d'Internet à moyen terme, c'est pas ce qui est prévu. C'est simplement pour aider, c'est simplement pour l'aider un peu, la bande passante des utilisateurs, puis s'assurer que tout le monde a accès à des vidéos et des trucs comme ça sans que ça engorge les services d'urgence c'est essentiel. Dans la maison. Exactement. Oui. Donc, parlant de bande passante, on parlait la semaine passée aussi de télémédecine. Là, il y a des mesures qui se mettent en place pour rendre ça plus accessible. C'est intéressant. Je ne connaissais pas les gens de groupe Tactio Santé qui donnent leur plateforme, donnent accès à leur plateforme gratuitement aux médecins qui sont intéressés à aller sur Internet. Oui, c'est drôle, c'est parce que, comme on en parlait la semaine dernière, la télémédecine, je pense que c'est vraiment l'avenir de la médecine. C'est assez convaincant. Le groupe Tactio Santé a décidé d'offrir son programme de télésuivi des patients à domicile à tous les médecins et établissements de santé au Québec gratuitement. Ça permet de suivre à distance les patients qui sont à risque modéré, diagnostiqués avec la COVID-19, qui sont renvoyés chez eux en isolement volontaire. Ce que je comprends, c'est que l'application permet d'avoir un suivi des patients à distance. Il suffit simplement d'avoir un téléphone intelligent et un thermomètre. Donc, le patient prend ses mesures, peut les entrer dans l'application et le médecin peut consulter les données, mais aussi recevoir une alerte si la température se met à monter, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, et établir un chat vidéo avec le patient. Donc, lui dire, OK, viens-t'en à l'hôpital en catastrophe ou as-tu bien pris ta mesure, discuter avec lui, ainsi de suite. L'utilisation de l'application serait super simple. Ça ne demande pas de formation particulière pour les médecins. Et les données sont transmises de façon sécuritaire et stockées au Québec sur des serveurs Microsoft Azure. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas si mal. Je suis inquiète que leurs données de santé puissent être envoyées à l'étranger et consultées par des gouvernements étrangers. C'était, je trouve, ce beau petit détail qui montre que ces informations de santé, ce n'est pas à négliger. On s'imagine que c'est pas grave si ça va dans les nuages, non? Il faut rester conscient qu'il faut que ça reste sécuritaire. Il ne faut pas céder à n'importe quel service sans penser à ces choses-là, même si on est en situation un peu d'urgence et de crise, effectivement. Merci Pascal, je vais couper un petit peu court parce que notre invité est une personne Aucun problème. Je vais faire attendre trop longtemps. On en a parlé au fil des actualités des dernières semaines. L'intelligence artificielle est un outil qui peut servir à combattre, ou en tout cas à trouver des solutions à la situation actuelle par rapport à la maladie de COVID-19. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place par Element AI au courant de la semaine. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Pour en parler, on a Jean-François Gagné, qui est le PDG d'Element AI, avec nous. Jean-François, salut! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Est-ce que tu es confiné en ce moment? Tu as l'air d'un gars confiné. Oui, je suis très confiné. Confiné très précisément, attaché à mon banc de cuisine. Ah oui, OK. Bon, c'est un bureau à la maison. Ouais, c'est particulier. Écoute, malgré tout, là, ça ne vous empêche pas de travailler. Si je me fie aux différents communiqués, en tout cas aux publications que vous avez faites cette semaine, il y a des choses qui se passent dans l'intelligence artificielle à Montréal et chez Element AI particulièrement pour aider la recherche faite contre COVID-19. Est-ce que c'est le cas? Ouais, on est vraiment chanceux, en fait. Là. Je pense qu'on est dans une industrie qui peut se permettre de continuer à quand même fonctionner avec un bon taux de productivité. Là, je comprends que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, on essaie de faire notre part. Je pense que l'écosystème en entier s'est aussi mobilisé. Chez nous, ça a donné lieu à des initiatives qui viennent un peu de différentes places. Donc, on a de nos employés qui, de leur propre chef, là, ont collaboré avec des gens dans le secteur pour développer, entre autres, un outil. Là, ça fait peut-être une semaine que ça a été mis en ligne, qui aide à comprendre les impacts de la distanciation sociale. Donc, c'est-à-dire, avec l'outil, on est capable de voir, selon le nombre de personnes qu'on croise dans une journée, de quelle manière est-ce que ça impacte les risques de contamination et donc le nombre de personnes qui vont être hospitalisées dans chacun des pays. Donc, c'est un outil... c'est un outil que je peux montrer à ma jeune adolescente ici qui meurt d'envie d'aller voir tous ses amis puis que ça va la convaincre de garder une certaine distance. Oui. Ouais. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est de voir que avec très peu de rencontres à chaque jour,
Les effets de réseau, ça, on parle des fois qu'on est à 5 degrés de séparation de tout le monde ou 6 degrés de séparation de tout le monde sur la planète. Mais c'est vrai pour le virus aussi, là. Donc, on n'a pas besoin de tant de liens que ça pour que finalement, on soit tous un peu connectés à quelqu'un qui a le virus aujourd'hui. Et donc, déjà de voir 5 personnes par jour versus voir 10 personnes par jour, les effets sont exponentiels là, au niveau des risques de contamination. Donc, l'outil permet très facilement de jouer avec ça. On peut voir au niveau de chaque pays quel est l'état de la situation, puis le nombre de lits d'hôpital disponibles. Puis on peut s'imaginer que, bon, ben, à partir du moment où on a tellement de croisements et de rencontres que le nombre de personnes infectées dépasse et le nombre de personnes qui ont besoin de soins dépasse le nombre de lits, bien on a un problème. Donc, c'est un outil, c'est une initiative qui a été faite, ça a été mis en ligne. Si vous cherchez pour ça dans vos moteurs de recherche, ça s'appelle le Corona Calculator. Vous allez pouvoir le trouver. Il y a un beau blog qui a été écrit là-dessus aussi qui explique un peu comment ça fonctionne. Fait que ça, c'est une initiative. De notre côté d'entreprise, on a rendu disponible notre capacité de calcul. Donc, on a eu des investissements assez massifs de notre côté pour le calcul de haute performance. Donc, c'est très spécialisé. C'est différent du calcul qu'on va trouver sur le cloud, là, des grandes compagnies qui offrent de l'hébergement. Donc, on a du calcul très spécialisé pour l'intelligence artificielle. On a le plus gros centre de calcul au Canada. Et donc, on l'a rendu disponible à des chercheurs qui, donc, vont tenter de trouver différents types de réponses là, à la crise. Donc, certains, ça va être pour étudier l'impact des molécules sur le virus, d'autres pour voir des modèles épidémiologiques. Et puis, donc, il y a différentes initiatives. Donc, ça, c'est une chose qu'on a fait. Puis finalement, ce qu'on va rendre public aujourd'hui, un petit peu plus tard dans la journée, donc vous êtes les premiers à voir ça en primeur, il y a une base de données qui a été mise disponible par la Maison-Blanche, la Fondation Zuckerberg et puis Microsoft la semaine dernière. Donc, ça se trouve être 44 000 articles qui ont été écrits, articles scientifiques sur le coronavirus. Je pense que le premier date des 1925. C'est des articles qui, avant, devaient payer pour avoir accès ou qui n'étaient pas nécessairement rassemblés. Aller jusqu'à des articles qui sont sortis la semaine passée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un produit qui permet de gérer la connaissance, donc qui est capable de comprendre le contenu technique de l'article et de tisser des liens entre les différents articles et de faire des requêtes sur cette base de connaissances-là en langage naturel. Donc, notre but avec ça, c'est d'aider les gens qui sont soit aux premières lignes, qui essaient de voir un peu c'est quoi les tendances, quelles actions qui peuvent être prises. Est-ce qu'il y a des vrais articles fiables, pas dans Google News, là, où est-ce qu'il peut y avoir toutes sortes de choses, mais est-ce qu'il y a des articles fiables, validés scientifiquement, qui donnent des idées d'approche pour comment on devrait gérer les situations? Il y a aussi énormément d'articles sur la recherche pour trouver des médicaments, des vaccins qui a été fait. Donc, notre but ici aussi, c'est de permettre aux gens qui sont actifs dans ce secteur-là de facilement trouver de l'information pertinente, de tisser des liens entre des travaux qui ont déjà été faits, puis d'être sûr qu'on avance rapidement quand il y a des nouvelles trouvailles là, qui sont faites. Et donc, ça, on va rendre ça disponible gratuitement sur notre plateforme aujourd'hui. Puis, on va inviter les gens à nous donner des commentaires, à contribuer des idées, parce qu'on peut faire avancer l'outil, connecter plus de bases de données, etc. Donc, on veut être actif à ce niveau-là pour être capable d'aider à accélérer la résolution de ça. Ça va te faire gratuitement. Là, évidemment, c'est comme un outil qui fait une pré-recherche dans la littérature scientifique. Est-ce que c'est ouvert seulement aux chercheurs ou c'est aussi ouvert au public? Donc là, on va l'ouvrir pour commencer à tous les chercheurs à travers le monde qui se penchent là-dessus, les gens qui font de la recherche clinique ou de la recherche au niveau des médicaments. On veut ouvrir à plus parce que des fois, on ne sait pas les idées ils peuvent venir de où. Là. Pour nous, il y a juste une question de capacité d'absorber autant de nouveaux utilisateurs. C'est quand même un outil assez sophistiqué. Donc, on va gérer selon la demande. À quelle vitesse on l'ouvre, mais le but, c'est d'être capable de l'offrir à un plus grand nombre de personnes possible. Ouais. Ça a du sens. Tu as donné quelques exemples de recherche que les chercheurs que ce soit en données ou en intelligence artificielle, plus spécifiquement, peuvent faire. L'effort, est-ce qu'il se concentre sur le comportement
du virus? Est-ce qu'il y a vraiment un angle spécifique où l'intelligence artificielle peut être utilisée et plus prometteuse que d'autres méthodes pour lutter? Il y en a plusieurs. Donc, on a des conversations avec nos gouvernements pour voir comment on peut aider. On a des conversations avec l'Organisation mondiale de la santé aussi directement. L'idée ici, c'est de répondre à des problématiques, pas qui sont juste intéressantes, là, mais qui sont utiles maintenant. Donc, dans les questions que les gens se posent, il y a beaucoup une question d'évaluer l'efficacité des politiques publiques. Donc, c'est une chose, on dit, OK, on se distance socialement, mais il y a tout un spectre sur ce que ça veut dire, puis dans quelles circonstances on permet de faire différentes actions. Comprendre quel est le bon compromis entre, donc, permettre aux gens de vivre, mais aussi voir à contrôler la quantité de contacts qu'on a, donc la propagation du virus. Arriver à ce bon compromis-là, on voit que c'est une des conversations là, qui revient de ces derniers jours, beaucoup. Donc, est-ce qu'on est trop sévère, pas assez sévère? Est-ce qu'on impacte trop l'économie ou pas? Et donc, une des questions que beaucoup de pays ont, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut nous permettre de rapidement bien modéliser les dynamiques et d'être capable de tirer des leçons d'un pays à l'autre, même si des fois c'est difficile là, à cause des niveaux culturels ou des facteurs économiques. Est-ce qu'on est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour être capable de bien représenter ça et aider à tout le monde à faire des choix un petit peu plus judicieux? Donc ça, c'est un des endroits où ça s'applique. On parle beaucoup des situations un petit peu plus évidentes, là, donc c'est-à-dire modélisation des comportements du virus là, au niveau vraiment plus scientifique, puis d'être capable de voir à prédire l'impact d'une molécule sur le virus pour essayer de limiter le nombre de tests qu'on fait pour vrai en laboratoire, puis d'être capable de focusser nos énergies sur les choses qui sont potentiellement les plus prometteurs. Donc ça, c'est un autre cas. Toute l'accélération des études cliniques. Donc, encore une fois, d'être capable de maximiser l'apprentissage qu'on a de chacun des tests ou des essais qu'on fait, puis de bien généraliser cette compréhension-là, de la partager. Donc, l'intelligence artificielle peut avoir un impact à ce niveau-là. Donc, c'est des exemples. Évidemment, en fait, je pense que celui qui aura le plus d'impact au niveau économique, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour être capable de comprendre les impacts sur la chaîne d'approvisionnement, qui présentement se fait vraiment bardasser, avec des fermetures dans des pays, pas dans d'autres. Les magasins vendent en ligne, à d'autres endroits, la logistique ne fonctionne pas. Donc, pour les entreprises, c'est un cauchemar de réussir à continuer à opérer. Ah oui, c'est ça, parce qu'on s'en sort plutôt bien en ce moment. Les gens qui vont à l'épicerie, il manque des choses, mais la plupart du temps, on trouve un peu tout ce qu'on cherche. Mais ça, sur le plus long terme, on sent que des usines qui ferment, des pays qui ferment, des chaînes qui sont coupées à plein milieu, ça risque de provoquer des pénuries de certains articles à plus long terme. En ce moment, on ne pense pas qu'ils vont être... Oui, exact. Je pense que quand on pense aux trucs qui sont donc qu'on peut avoir au niveau et produire au niveau local, je veux dire, ça devrait être relativement correct. Je ne pense pas qu'on manque de papier au Québec. Je ne pense pas qu'on manque de fruits. On va avoir des fruits et légumes. Pour plusieurs de ces choses-là, on n'aura peut-être pas ceux qu'on veut, mais on va s'en sortir pas pire parce que c'est local. Tout ce qui est des biens un petit peu plus sophistiqués où la chaîne logistique est distribuée, donc partout où la mondialisation a fait son effet, c'est là où les choses deviennent complexes. On sait, on donnait des exemples, je pense, pendant qu'on négociait le traité de libre-échange avec les Américains. Il disait qu'une voiture, les pièces d'une voiture vont traverser la frontière, c'est une chose comme 60 ou 70 fois, je donne des chiffres, c'est plusieurs dizaines de fois. Ouais. Donc, c'est juste pour. Donc, ce type de produit-là suffit qu'un fournisseur ait arrêté, son inventaire tombe à zéro, bien, il manque la climatisation dans l'auto, bien, l'auto, elle ne fonctionne pas, on ne peut pas la livrer au client. Donc, ça là, c'est ce qui va s'en venir, on va le voir arriver un petit peu plus tard. Puis ça va être une des conséquences qui va être très dure à mitiger, honnêtement. Je veux dire, on va subir ça. Là. Économiquement, c'est sûr que ça va se traduire par quelques trimestres
chaotement, disons, pour les résultats d'entreprise qui vont avoir la misère à livrer ce qu'ils avaient promis pour l'année à venir. C'est ça. Puis là où, en fait, puis hier, je faisais partie d'une table ronde virtuelle avec beaucoup de dirigeants qui sont en charge des stratégies digitales pour les grands joueurs européens. Une vingtaine d'eux. C'était prévu depuis longtemps, on l'a fait de façon virtuelle. Et puis, on a échangé un petit peu sur ce qui était leurs plus gros enjeux, ce à quoi ils pensaient, tout ça. Puis donc, justement, d'utiliser des modélisations mathématiques, d'utiliser l'intelligence artificielle pour eux, présentement, dans le cas de faire de la planification de scénarios, c'est une de leurs priorités les plus élevées. Donc, ils essaient vraiment autant que possible de voir à anticiper ces choses-là pour être capable d'amenuire le plus possible le choc. Mais la réalité, là, aujourd'hui, il n'y a personne qui sait combien de temps les mesures vont devoir être gardées. Il n'y a personne qui comprend quelles mesures vont après ça être mises en place pour redémarrer ou pour maintenir les taux de contagion à des niveaux qui vont être gérables. Donc, personne ne peut vraiment prédire quelle va être la demande puis sa nature dans les 6 prochains mois. Donc, on est un peu dans le noir là, au moment où ça prend une cellule de crise permanente en place. Oui, exact. On s'était rencontrés, Jean-François, la dernière fois, c'était en janvier au CS à Las Vegas, qui maintenant apparaît comme une éternité dans le passé. Vous avez une grosse annonce avec LG Électronique qui avait même établi une échelle de 4 stades de l'intelligence artificielle. On s'est parlé un peu d'élémentaire comme tel. Mais 2020, c'est quand même prévu pour être une grosse année pour vous. En tant que start-up, qui est quand même rendu une belle table, comment tu vois l'horizon pour ton entreprise, pour le monde de la start-up à Montréal? Est-ce qu'on recule en ce moment ou est-ce qu'il y a des occasions à saisir? Où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça? Bien, pour nous, donc, étant donné qu'on sert les entreprises, donc on va vivre ça un peu à reculons. Là, donc, on a, pour l'instant, on était en pleine accélération au niveau d'avoir des clients puis de livrer nos produits, etc., etc. Donc, je veux dire, on est encore en plein momentum de cette poussée-là qu'on avait. Je veux dire, beaucoup de nos projets, c'est des projets qui s'échelonnent sur plusieurs mois. Souvent, on se trouve à livrer les choses à distance de toute façon. Bon, nos équipes maintenant sont toutes délocalisées, là, mais pour ce qui est des interactions avec nos clients, il y a beaucoup de ces choses-là qui se passaient de façon virtuelle de toute manière. Donc, on est quand même capable de fonctionner. Donc, quand même bon espoir, mais ça reste que c'est indéniable que la situation actuelle va finir par provoquer un ralentissement. Puis, non seulement un ralentissement, mais aussi pour nous, c'est que là où on peut être le plus utile pour nos clients va se déplacer. Et puis, c'est correct. C'est-à-dire qu'on se trouve être un fournisseur qui est assez horizontal. Donc, nos fonctionnalités, puis je vais en revenir à LG, là, puis à ce qu'on avait annoncé, mais nos fonctionnalités sont, sont quand même assez horizontales. Donc pour nous, par exemple, des outils qu'on a au niveau de la prévision de la demande, on a des algorithmes vraiment avancés à ce niveau-là. Là, leur utilité devient vraiment importante. Le fait qu'on est capable de fonctionner dans des environnements qui sont très hétérogènes, donc où les données sont, les quantités de données ne sont pas très grandes, c'est un gros avantage pour les algorithmes qu'on utilise. Ça va se traduire en avantage pour les compagnies. On peut apprendre plus vite, généraliser plus vite la compréhension des nouvelles dynamiques de marché que des modèles traditionnels, par exemple. Donc, pour nous, ça va devenir un produit que cette année, je ne pensais pas qu'on allait être capable de nécessairement faire des tonnes de ventes. Là, celui-là va se ramasser en avant. Ça se peut qu'il y en ait d'autres qui aillent un petit peu plus tranquillement. Donc, des trucs un petit peu plus, disons, opérationnels au niveau de l'automatisation de certaines tâches ou des trucs plus simples, que ça se peut que ces projets-là se ramassent dépriorisés là, chez nos clients. Fait qu'on anticipe ça un petit peu. Ça reste qu'on est une jeune entreprise. On a une certaine taille, mais on est une jeune entreprise. Donc, pour nous, c'est pas... je veux dire, on n'est pas GM ou Ford qui, tu sais, je veux dire, sont très, très, très impactés par la macroéconomique. Donc, tu sais, je veux dire, pour nous, comme compagnie en démarrage, on a levé notre ronde de financement en septembre dernier. Donc, on est bien capitalisé. Fait que toutes ces choses-là rentrent un peu dans la balance.
Donc, on regarde présentement à voir qu'est-ce qu'on va faire puis comment on va se positionner. C'est Pour sûr ce qui qu'on est sent de pas le ralentissement, mais on sent que c'est un ralentissement qui va peut-être amener un virage. Hein. Les habitudes vont changer, puis les habitudes vont coller, les façons de faire qui vont rester. Tu sais, dans les décisions, dans les auprès des gestionnaires des entreprises qui utilisent des services comme le vôtre, on sent qu'il va se créer une nouvelle chaîne, une nouvelle maille dans la chaîne. Genre, quoi faire en cas de pandémie, tu sais, qui va amener une autre réflexion, une dimension, créer une certaine souplesse dans la gestion. J'imagine que ça va se traduire par des occasions des entreprises comme la tienne. Non, exact. Exact. Donc, on regarde ça. On va sûrement faire des ajustements, mais c'est dur aujourd'hui de dire exactement qu'est-ce que ça veut dire, vu qu'on est en retard un peu sur ces dynamiques-là. Pour ce qui est de LG, c'est un partenaire avec qui on travaille depuis déjà un bon bout de temps. Donc, on avait ouvert des bureaux en Corée depuis plusieurs années déjà. Donc, on a plusieurs clients qui sont en Corée. Le partenariat avec LG, c'est quelque chose que, s'est bâti graduellement. Puis, avec eux, on travaille sur plusieurs fronts, mais celui qu'on a présenté au CIS, c'était vraiment pour aider aux gens à comprendre quel type d'intelligence artificielle ils obtiennent dans un produit. Parce que c'est dur, parce que là, on dit, bon, l'intelligence artificielle, c'est un peu partout. Les gens, souvent, c'est comme un seul bucket. C'est l'intelligence artificielle, puis là, tout a de l'intelligence artificielle. Mais, je pense que c'est important que les gens commencent à comprendre qu'est-ce que j'achète, quelles devraient être mes attentes, puis est-ce que j'obtiens plus ou moins un produit par rapport à l'autre. Donc, l'échelle qu'on a créée est une échelle à 4 étapes qui permet aux gens un peu de faire le ménage dans ce qu'ils vont obtenir. Donc, les étapes, c'est assez simple. C'est de l'intelligence artificielle qui est vraiment opérationnelle, c'est-à-dire que on a entraîné l'intelligence artificielle pour apprendre une tâche ou un ensemble de tâches qui peuvent être très compliquées, mais il a appris ces tâches-là. Et puis, je les utilise, je lui donne des commandes, puis il exécute la tâche comme il a été entraîné pour. Mais il n'y a pas d'interaction entre l'utilisateur puis l'intelligence artificielle au-delà que l'utilisateur lance la tâche. Et donc, quand on pense aux assistants vocaux, souvent, c'est un peu frustrant parce que si l'assistant vocal se trompe quand je lui demande une commande parce qu'il ne la comprend pas, mais si je lui demande une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois, il ne la comprendra pas plus. Elle ne prend pas nécessairement de cette. Fait que ça, c'est le premier niveau. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui a de la valeur, c'est juste que c'est très statique. Le deuxième, c'est quand les choses commencent à devenir interactives. Donc, où est-ce qu'à chaque fois que j'utilise le service de façon personnalisée, le système apprend et s'améliore. Donc, on a certains de ces systèmes-là qui sont là. Entre autres, par exemple, si vous utilisez un téléphone qui reconnaît votre visage, bien, vous entraînez le système à votre visage à vous. Puis là, bien, il va apprendre. Puis si jamais il fonctionne mal ou quoi que ce soit, vous pouvez le réentraîner. Puis là, il va devenir meilleur. Donc, ça, c'est un début de personnalisation. Ça, c'est un autre type d'intelligence artificielle. Là, bien, par la suite, on peut continuer à avancer. Puis c'est là où, en fait, on présentait comment ces choses-là allaient évoluer. On disait la prochaine étape, c'est en fait, non seulement il est capable d'apprendre, mais il commence à être capable de comprendre ce qu'on appelle la causalité, donc les dépendances. Pourquoi est-ce que quelque chose est arrivé? Bien, il est capable de commencer à déduire, dire « Ah, tiens, tu t'es levé ce matin, tu as fait telle action, c'est parce que ta première rencontre au travail est 1 heure plus tôt que d'habitude. » Il y a une cause qui a été capable de détecter. Ça, c'est le niveau 3. Puis le niveau 4, finalement, c'est où est-ce que non seulement il comprend certaines des causes, mais il est capable de collaborer pour explorer des nouvelles idées avec nous comme utilisateurs pour devenir meilleur. Donc, l'idée, c'est qu'il suggère de considérer une nouvelle source de données. Par exemple, je me lève le matin, je ne sais pas, je suis supposé de faire un certain nombre de tâches, mais il réalise que des fois, la température extérieure influence mon comportement. Et là, pourrait me dire, bien, voudrais-tu que maintenant j'inclue la température dans mon raisonnement, puis qu'on fasse des règles alentour de ça ensemble? Donc, l'expérimentation active. Ça, c'est le 4e niveau. Donc, c'est les 4 niveaux qu'on a annoncés. Puis bref, on est en partenariat avec eux, on fait de la recherche, puis on développe on co-développe avec eux des fonctionnalités qui vont se retrouver dans plusieurs de leurs systèmes.
Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui font miroiter ce niveau 4-là où les appareils vont se parler, vont échanger, vont personnaliser. Comme tu dis, la météo change, est-ce que je démarre la souffleuse intelligente, des choses comme ça. On n'y est pas encore. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu le vois arriver, ça? Est-ce que tu peux dire pendant 3, 4, 5 ans, on va avoir des appareils vraiment pas autonomes, mais disons qui réfléchissent en partie de façon autonome, automatique? Ça va se passer de façon assez graduelle, fait que c'est dur de mettre une ligne dans le temps. Ouais. Parce que ça se peut que pour des cas relativement simples, on peut savoir ce genre de comportement-là qu'on puisse développer. Fait qu'il y a toujours ces deux axes-là. Il y a quel est le champ, ou du moins la quantité de tâches ou de responsabilités est-ce qu'on couvre avec le système. Fait que donc, plus c'est étroit, plus on peut faire des choses sophistiquées parce qu'on contrôle un petit peu plus l'environnement. Puis, des fois, même si c'est plus étroit, il y a des problèmes qui sont fondamentaux. Par exemple, la compréhension de cause à effet, qui est encore un problème ouvert, donc où il doit y avoir de la recherche. Et donc là, c'est un peu dur de dire est-ce qu'on va trouver vraiment comment bien faire ça bientôt ou pas. Donc là, il y a un peu d'incertitude. Mais tu sais, je pense que tout ça va se dérouler sur un horizon, disons, avant que beaucoup de systèmes aient des comportements de type niveau 4. Là, c'est un horizon de 10 ans facile. Oui, ça va être long. Ça va prendre du temps. Oui, si on suit ce qui est actuellement en marché, on promet, on va te mettre des voitures autonomes l'année prochaine. Je pense que ça n'arrivera pas. Ils se rendent compte que c'est de plus en plus, ça fonctionne de mieux en mieux, mais c'est encore fragile. Puis la situation, c'est que si c'est fragile, puis la voiture va à 100 km/h, c'est grave. C'est même si l'application. Fait que c'est ça. On va suivre ça de près. En tout cas, pour le moment, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller sur le site d'Elementy, qu'on trouve l'information, le Corona. Oui, donc on va rendre ça disponible plus tard dans la journée. Il va y avoir un communiqué de presse qui va sortir, qui devrait avoir un peu de couverture sur le sujet. Donc, les gens vont pouvoir aller lire, même si on va graduellement donner l'accès à l'outil, la page, tout ce que ça fait, l'information est quand même va être sur notre site. Donc ça, c'est... Le calculateur est sur votre site aussi. Donc, le calculateur, lui, il est sur un autre site. Donc, c'est une initiative qui a été faite par des employés, donc il est hébergé sur un autre site. Donc, si vous cherchez Corona Calculator, vous allez trouver ça assez facilement. Donc, vous pouvez aller vous référencer par rapport à ça. Je l'ai aussi posté sur les médias sociaux. Là, j'ai partagé le lien. Puis, voilà. Cool. Écoute, merci Jean-François d'être venu nous parler. C'était super intéressant. Puis, on réalise maintenant qu'on a aussi 44 000 articles à aller lire dans nos temps. Voilà. On est là pour vous aider. J'espère que ça va commencer la recherche. Pour avoir un effet positif, ça serait effectivement une meilleure situation dans la protection de l'eau. On te laisse, on sait que tu es gestionnaire occupé. Merci beaucoup d'être passé, très apprécié. Parfait. Mille merci. À bientôt. Merci. Au revoir. C'est massif comme truc. Il y a beaucoup d'informations. Le fait de pouvoir passer au travers d'une banque de données comme ça pour les chercheurs en langage naturel, je me demande si tu peux taper « Est-ce que le port du masque est vraiment utile? » Et si tu as une réponse, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Ce genre de... mais j'imagine toutes les molécules qui ont été essayées, j'imagine qu'il y a possibilité de rassembler les notes des chercheurs. C'est beaucoup d'articles quand même. Non, c'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de trucs extrêmement nichés, extrêmement pointus aussi qu'on ne pense pas, parce qu'on est clairement pas des scientifiques spécialisés dans ce domaine. Écoute, tant mieux si ça aide à faire avancer, parce que c'est ça, on dit coronavirus, comme si on parlait que de ce phénomène-ci, mais un coronavirus, c'est une sorte de virus qui est connu depuis longtemps. Juste pas vraiment. C'est une famille. Quand on lit un peu sur ce qui s'est passé dans ce domaine-là, depuis même le SARS en 2003, il y a eu des coupures dans la recherche. On s'est intéressé à d'autres choses. Du délai, mais il y a quand même de la recherche qui a été faite dans le temps par rapport à tout ça. À suivre, quoi. On va savoir ça dans les prochaines semaines. J'essaie de faire un lien plutôt cette semaine pour complètement changer de sujet. C'est évidemment la semaine dernière, Apple a annoncé, on en a parlé d'ailleurs, des nouveaux produits, le nouveau iPad Pro et le nouveau MacBook Air. Le MacBook Air, c'est le Mac le plus vendu. Et les deux appareils, pour une raison ou pour une autre, sont à peu près du même prix. Genre à 1 300, 1 500 $, on peut avoir un ou l'autre avec divers accessoires et tout
Ce qui mène à la question, lequel des deux j'achète si j'ai maintenant des sous et je dois, parce que je travaille de la maison, par exemple, équiper d'un nouvel appareil qui est plus performant que ce qu'on peut avoir, qui peut être de quelques années? Et puis, c'est une excellente question, en fait. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder un peu la fiche technique des deux, Pascal, mais c'est étonnamment similaire comme genre d'appareil, même si pour Apple, c'est probablement deux domaines complètement différents. Il y a vraiment une volonté de cibler avec l'iPad Pro, en tout cas, les développeurs qui font des applicatifs, du jeu, des travailleurs qui sont beaucoup plus bureautiques. Mais évidemment, la grosse nouveauté de l'iPad Pro, on le dit, c'est la caméra avec le lidar qui permet de créer de cartographie en fait, des espaces 3D à peu près instantanément. Ce qui est le fun avec cet appareil-là, c'est que j'ai joué au billard en réalité augmentée avec les armes. Oui, tu vois la table de billard apparaître au milieu de la pièce. On peut installer la pièce, on peut installer, puis un truc que les générations précédentes d'iPad, d'iPhone ne faisaient pas, en fait faisaient, c'est qu'il fallait comme pointer vers une surface, il fallait dire je l'ai vu là, puis ça prenait un 10-12 secondes d'installation. Dans ce cas-ci, c'est instantané. Automatiquement, l'espace est cartographié et l'iPad, c'est où installer l'objet virtuel. Du point de vue utilisateur grand public, comme je suis, en fait, c'est une très petite amélioration, qui est quand même assez amusante, mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai hâte de voir les applications, les vraies applications de réalité augmentée qui vont apparaître dans un site de produit d'ici l'automne ou peut-être plus tard pour utiliser cette technologie-là. On sait que c'est pour. On présume que c'est parce qu'Apple éventuellement veut lancer d'autres produits en réalité augmentée, notamment les fameux verres, les fameuses lunettes connectées dont on parle depuis quelques années. Je ne sais pas si ça va arriver pour vrai, ça. Les légendaires lunettes de réalité augmentée d'Apple. Je lance la question, on va voir, non, effectivement, c'est pas apparent. Pour le reste, l'iPad Pro, c'est une machine qui est bien plus costaud qu'un iPad normal. Au niveau consommateur, je ne sais pas si ça vaut la peine comme une distinction d'acheter un iPad Pro par rapport à un iPad. Sauf pour même le stylet, je veux dire, l'iPad mini, l'iPad de base fonctionne avec le fameux pencil, puis c'est pas un enjeu. Donc c'est un peu délicat comme choix à faire. C'est peut-être une question de budget plus qu'autre chose. Puis la question du budget, si tu as besoin, le iPad régulier coûte quoi? Moitié moins cher? Il coûte moins cher que le clavier. 400 environ, ouais, exactement. C'est ça, il coûte moins cher que le clavier avec le pavé tactile. Ouais. Moi, je suis très partial. Je vais me permettre d'afficher mon camp tout de suite. Moi, je suis très partial laptop. Surtout qu'ils ont amélioré le clavier. J'ai bien hâte de mettre mes doigts dessus au lieu d'avoir le petit... Ah, tu l'as? C'est le nouveau? Je l'ai, fait qu'on va le regarder un peu plus près parce qu'effectivement, à mon avis, la grosse nouveauté entre les deux, c'est le MacBook Air qui enfin a un clavier, je vais se mettre en plein écran, qui a enfin un clavier qui est un peu comme le clavier d'une autre époque, là, qui a les vraies touches avec la sensation, en X, en... tactile, rétroaction tactile. On sait où on est sur le clavier sans regarder le clavier. Ça, c'est un gros différenciateur parce que quand on veut vraiment tapoter sur l'impression avec un clavier, si on ne veut pas regarder, on peut regarder vraiment l'écran. Pour un usage professionnel, ça, encore une fois, c'est ça qui est drôle, c'est que l'iPad Pro est pour un usage professionnel. Le MacBook Pro est plus cher que le MacBook Air, mais le MacBook Air se veut grand public. Le MacBook Air commence à 1050, excuse-moi, 1300. Le MacBook Pro commence à 1050 en version 11 pouces, mais en version 13 pouces, c'est le même prix. À la différence qu'il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de clavier sur la tablette. Le MacBook Air est un petit peu plus cher que le Mac Mini, mais vient avec évidemment un écran et un clavier bâti. Alors que le Mac Mini, c'est un ordinateur chez le Mac Mini, c'est vraiment quelque chose de niche. C'est un ordinateur, c'est un NUC, c'est un petit ordinateur. Il faut que tu amènes ton clavier, ton écran. L'intérêt de ça, c'est vraiment pour des développeurs ou quelqu'un qui veut avoir un serveur à la maison ou ainsi de suite. Mais pour le grand public, tu veux un écran, tu veux un clavier, tu veux que ça s'ouvre et que ça fonctionne directement. C'est plus le Mac Mini d'autre époque où on mettait 400 $, on avait une boîte et c'était un Mac très abordable. Maintenant, l'option la plus attrayante, c'est sans conteste chez Apple, le MacBook Air. Si on est pro Apple, c'est le premier appareil à regarder, même avant un MacBook Pro d'entrée de gamme, parce que une nouvelle version, un processeur revampé, à peu près 2 fois plus rapide qu'avant. Évidemment, c'est des composants, c'est pas des composants haut de gamme au niveau de la carte vidéo et du processeur. Ça reste quand même des trucs qui font ce qu'ils ont à faire. Mais tu vois, cette semaine, j'essaie de voir
J'essaie de brancher mon casque Oculus pour avoir une nouvelle version de Half-Life Alyx qui est en réalité virtuelle, qui fonctionne sur l'Oculus Rift S. C'est très compliqué. Mais ça pour dire que pour fonctionner sur un laptop avec Windows, c'est pas compliqué parce que les composants existent. Chez Mac, ils sont juste pas assez puissants pour acheter des MacBook Pro comme 2 versions au-dessus de la version de base pour le faire. Évidemment, au niveau de la mécanique, ce ne sont pas les ordinateurs les plus musclés. Mais ce sont des ordinateurs évidemment très populaires. Le MacBook Air, c'est le plus vendu des Mac. Et il y a une raison à ça, c'est qu'il fait la job pour le travail normal de 80% des gens. Il fait le beau travail, effectivement, pas d'écran tactile, là, encore une fois. Pas d'écran tactile. Et évidemment, je veux dire, il est efficace, mais si on fait par exemple du montage d'édition vidéo, ce qu'Apple va proposer comme exemple d'application, c'est pas un MacBook Pro. C'est sûr que le traitement de la vidéo peut prendre quand même assez de temps. Si ce que vous faites, c'est retoucher des vidéos de vacances, des choses comme ça va très bien. Probablement que les YouTubers, les Instagrammeurs, ces gens-là vont s'en servir, ça va être tout à fait correct. Et on n'est pas encore au stade de MacBook Pro. C'est un Mac d'entrée de gamme qui a toutes les qualités d'un Mac, un bon clavier, et qui, encore une fois, qui n'est pas le plus puissant des ordinateurs sur le marché. J'ai vraiment hâte de voir ton avis sur le clavier parce que c'est toujours un des critères que je trouve que les gens, en même temps, c'est pas tout le monde qui tape. Hein. Quand tu es journaliste, c'est certain que notre boulot, c'est de taper, mais les professeurs, les gens qui ont des rapports à écrire, bien taper, ça fait une énorme différence. On tape, puis quand le clavier n'est pas une membrane de caoutchouc, qui n'a pas une bonne rétroaction, on ne s'en rend pas compte, mais on tape beaucoup, beaucoup moins vite. Pour un usage professionnel, je pense que c'est un critère super important. Fait que j'ai hâte de voir ton avis sur le nouveau clavier. J'espère le recevoir. Un clin d'œil aux gens d'Apple qui nous écoutent. Oui. Le clavier, oui, c'est une belle addition. Le pavé est énorme là-dessus. Moi, je le trouve trop gros. Je ne suis pas un fan. J'utilise une souris externe, même une souris ergonomique pour pas avoir mal au dos. Je trouve que le pavé là-dessus, il n'est pas top. Mais le clavier comme tel, on retourne à ce qui était une des forces des Mac avant, c'est que l'interface, le lien entre la machine et l'utilisateur est vraiment efficace. Touch ID pour déverrouiller, ça fonctionne bien. Tu sais, Windows Hello sur les sorties de PC fait du beau travail, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de casse-tête, ça fonctionne. Donc ça, c'est assez bien léché. On en parlait avec Huawei tantôt, on n'en a pas parlé beaucoup, mais ils passent beaucoup cette interaction dans l'écosystème de produits Huawei, puis ils s'inspirent, c'est évident, d'Apple qui a probablement la meilleure intégration entre ton iPhone, ton iPad, ton Mac, pour transférer du contenu, pour envoyer une application d'un à l'autre, des choses comme ça. Puis ça, évidemment, c'est une grosse force de pouvoir passer du téléphone à l'ordinateur pour répondre aux textos, gérer les communications, parler avec FaceTime, des choses comme ça. L'envers de la médaille de ça, c'est que tu es pris avec les produits Apple. Je voyais un commentaire que Apple, avec la crise du coronavirus, aurait tellement une belle occasion pour dire « Hey, FaceTime, on l'ouvre à Android et on l'ouvre à Windows. On va s'en servir comme une plateforme. » Un peu comme ils ont fait avec iTunes, qui était comme puis le iPhone, le iPad, le lecteur audio, le iPod, qui était un piège. Tu t'achetais l'iPod, ça marche donc bien, c'est bien le fun. Tu avais le goût d'acheter un Mac, tu avais le goût d'acheter un iPad, tu avais le goût d'acheter un iPhone. De la même manière, FaceTime pourrait être, mais là, Zoom, le vent dans les voiles. Est-ce que les gens vont vouloir retourner à FaceTime? Est-ce que les gens qui ont Android, qui ont Zoom, qui sont contents avec Duo, vont vouloir retourner? C'est ça, Duo. Peut-être WhatsApp aussi vont plus profiter de cette fermeture de FaceTime. Zoom, ça reste quand même assez entreprise, assez sérieux comme aussi. L'affaire, c'est qu'Apple a réussi quand même à faire rentrer FaceTime dans le vocabulaire assez régulier des gens. Oui. Les gens parlent de FaceTime, conversation, on va faire un FaceTime avec Zoom. Voilà. Oui, bien non, exactement, c'est ça. Si Apple profitait de ça pour élargir son certainement, ça serait pas la poche. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est un peu la limite de la culture Apple. C'est cet écosystème fermé. Oui. Puis s'ils travaillaient là-dessus, peut-être qu'ils travaillaient là-dessus mais mon impression, c'est qu'ils peuvent même pas, ils travaillaient même pas là-dessus. Mon feeling, c'est qu'ils peuvent pas. Il y a 1 an, à peu près 2 ans, peut-être, ils avaient un FaceTime avec multi-personnes, on pouvait connecter plusieurs personnes, puis il y a eu des bugs, ils ont ralancé le développement. Peut-être qu'il y avait cette volonté-là d'aller avec un outil plus grave d'entreprise, mais ils n'y arrivaient pas. Donc, il y a peut-être aussi juste pas le logiciel assez capable. Je pense qu'il faut rappeler,
faut rappeler que si on parle de FaceTime ouvert à tous, c'est parce que Steve Jobs, lorsqu'il a annoncé FaceTime, il a dit c'est un truc qu'on va ouvrir à tout le monde, c'est un code ouvert. Donc, à l'annonce de FaceTime, ça devait être déployé. C'était annoncé comme quoi le produit allait être déployé rapidement, ou du moins bientôt. Aux autres plateformes. Et puis, ça fait quoi? On attend encore. Exactement. Il faut dire que Steve Jobs a aussi dit qu'il ne verrait jamais ce qu'il fait sur l'iPad. Et tu vois, l'iPad Pro, c'est un des éléments distinctifs. D'ailleurs, pour boucler la boucle sur la question initiale, qui fait la différence entre le MacBook Air et l'iPad, c'est que si vous êtes du genre, moi, les enfants dessinent beaucoup sur la tablette. Moi, je m'en sers beaucoup. Moi, j'irais plus pour un MacBook Air parce que c'est une petite production plus traditionnelle pour travailler des bureaux, mais je regarde les enfants, puis beaucoup de dessins, beaucoup de prises de notes. Donc, évidemment, ça change beaucoup la façon dont vous interfacez avec votre contenu. Donc, effectivement, il y a un choix à faire. Oui, c'est deux outils très, très différents. Juste le fait qu'il y ait un écran tactile sur les ordinateurs Windows depuis quelques années, tous les ordinateurs portables Windows, tu peux toucher l'écran, tu peux naviguer avec ton pouce. Moi, c'est quelque chose. Le côté de mon MacBook, mon côté de mon portable MacBook, il y a le coin rempli d'empreintes digitales parce que j'ai tendance à vouloir défiler les pages web avec mon pouce. Là, je fais ah non, on peut pas. Mais pourtant, avec le Surface Go, avec tous les autres, c'est super chouette. Est-ce que tu as reçu ta tablette en papier électronique Books? Oui, ce sera le sujet peut-être la semaine prochaine. J'ai reçu le Books Nova 2, je crois que c'est. Oh! Le modèle plus compact? Le modèle à écran de 9,7 pouces. C'est comme une tablette Android à écran monochrome sur laquelle on peut activer le Play Store de Google. Donc, on peut avoir des applications. Écoute, je veux dire, Twitter en noir et blanc, monochrome sur ce genre de surface d'écran-là, c'est une belle expérience. C'est très calme. Oui, mais tu ne veux pas t'en servir pour ça. Tu ne veux pas que ça remplace une tablette. Tu veux que ça remplace une liseuse. Tu veux que ça t'aide à prendre des notes. Je pense que le fait d'ouvrir, c'est pour ça que la Remarkable, la tablette qui lance sa deuxième version, j'ai mis la tablette comme ça. Il n'y a aucune. Mon cochon masqué, c'est un personnage, c'est mon. La tablette, il n'y a pas d'application dedans pour garder la concentration sur l'écriture et la lecture. Le fait d'avoir des applications. Je cherchais, c'est l'hybride liseuse Android pour avoir les alertes aux besoins, pour avoir la musique aussi. Tu mets du Spotify sur ta liseuse, finalement. Parce qu'Amazon a ouvert avec son Kindle il y a longtemps. Amazon Prime Music, même si c'est juste l'application d'Amazon, c'est pas grave. Ah oui. Aux États-Unis, je sais que les Kindle, certains modèles, tu peux écouter tes livres. Oui, c'est ça, mais le Bluetooth est seulement pour, je l'ai dans un casque, mais pour Audible, donc pour les livres audio, il n'y a pas d'option musicale. Moi, personnellement, c'est l'affaire que j'ajouterais à liseuse pour avoir l'appareil complet dans ce genre de... Oui, parce que beaucoup de gens, j'imagine, écoutent de la musique en lisant. Tu écoutes ta musique, tu lis. Oui. La prochaine étape, c'est que tu mets une petite machine espresso sur le côté, et tu fais le livre, et tu as un moment Instagram, tout choisi, tu sais, musique, café, liseuse, mais bon, on n'est pas rendu là. Mais oui, non, c'est ça, c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Mais ça, tu vois, on va en parler la semaine prochaine, parce qu'effectivement, il n'y a pas jaser des livres électroniques. Je parlais des libraires, je parlais des éditeurs cette semaine, puis il y a un boom dans le numérique, il y a des livres qui se vendent, il y a certains types de livres qui se vendent plus que d'autres. Il y a des libraires qui ont fermé, évidemment, il y a des libraires, il y a des Costco qui restent ouverts, puis on se demande quel genre de livres qui se vendent, parce que c'est ce qui est populaire au Costco, ça force un changement, puis on pourra en parler de ça. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir leur liseuse, ceux qui vont s'ennuyer, là. Ah ouais, j'ai eu ça, une liseuse, il y a une couple d'années à marcher, ils vont la recharger. Ils vont chercher des livres, soit les acheter, soit les trouver sur Internet. Il y a beaucoup de livres open source. Oui, on peut louer à prêtnumérique.ca. Je vous dis tout, on en parlera la semaine prochaine, mais c'est le site des bibliothèques municipales du Québec où il y a de la location de livres gratuite qui se fait. Oui. Si vous avez des enfants, vous cherchez un peu de littérature jeunesse pour les faire lire, là, même sur une tablette, même sur un appareil, pas trop longtemps, mais c'est pas bon pour les yeux, mais c'est le site à aller consulter pour vraiment que ce soit gratuit et tout à fait légitime et tout le kit. Prêtnumérique.ca, mais on en parlera la semaine prochaine. De toute façon, il ne faut pas te dire de suite, on n'a rien à dire pour un test de liseuse comparative. Mais déjà, encore une fois, c'était quand même un choix assez long. On va couper ça là-dessus. Ça va faire. On va prendre le temps de respirer, n'est-ce pas? Je pense que c'est un peu ça qui se passe. En période de confinement, on ralentit la cadence, puis on relaxe. Donc, on va faire ça pour la prochaine heure. On va faire du bien. C'est quand même un gros jeu.
Enfin, Pascal, t'as l'air relax. Je suis très relax. Écoute, je suis à la maison. C'est très drôle parce qu'en tant que travailleur autonome, j'ai l'habitude de passer beaucoup de temps à la maison et d'appeler tout le monde pour aller prendre une marche, sortir, faire quelque chose. Et là, c'est eux autres qui m'appellent et moi qui fais non, non, je travaille là. Non, mais t'es à la maison. Non, non, des fois, je travaille. Les gens ne se rendent pas compte que quand je les appelais, c'est quand tu viens de finir un article, tu as le goût de sortir parce que tu es à la maison. Mais quand tu es en train de travailler, c'est pas comme n'importe quand. Ceux qui ont soit perdu leur contrat ou ceux qui sont vraiment à la maison désœuvrés, il faut que je leur dise, à mon grand regret, non, non, je finis mon article et je finis mon podcast vidéo, je finis ma rédaction et ensuite je sors. On se prépare. En tout cas, pour l'instant, ceux qui se tournent les pouces, effectivement, si vous cherchez quelque chose, on a une chaîne YouTube, hein, youtube.com/une tasse de tech. Vous pouvez faire un tour là-dessus. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Là, on veut l'objectif, c'est de se rendre à 1000 pour pouvoir diffuser en direct au retour, là, quand on sera de retour en studio. On pourra le faire directement. C'est une contingence de YouTube. On va s'y conformer. Sinon, ben, n'hésitez pas à nous écouter dans les plateformes de balado, lire la page web du Journal des Affaires, toujours. Sinon, nous, on vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine prochaine, parce qu'on se revoit jeudi prochain pour d'autres tasses de tech. Entre-temps, on vous souhaite une bonne fin de journée. Salut tout le monde. Salut Pascal. Je danse au cas où qu'on me voit encore à l'écran.